when he will have a car like the others. If he wins, he will be one of the legends in Formula One. When one day he has a car like the others and he's 4th, 5th, 7th, these 4 titles will be bad news for him because people will take these 4 titles even in a worse manner than what they are doing now. So there are interesting times for Sebastian coming. Cette déclaration d'Alonso a vieilli comme un très bon vin, mais elle est avant tout d'une clairvoyance totale de ce qu'est la Formule 1. Sans la bonne voiture, c'est difficile de gagner, et ça peut en dire long sur le pilote que vous êtes vraiment. Bien que cette déclaration peut ouvrir le débat de savoir si c'est la voiture qui fait tout, on n'aura jamais véritablement une réponse claire, et cela fait aussi tout le sel de nos discussions entre potes autour de la F1 évidemment. Ce n'est en tout cas pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, mais il est tout aussi complexe. Sébastien Vettel n'est-il plus que l'ombre du quadruple champion du monde qu'il a été il y a presque 10 ans maintenant? Comment passe-t-on de Baby Schumi, le successeur naturel au grand Michael, à se faire jeter par Ferrari? Pourquoi cette histoire d'amour entre Ferrari et Vettel ne fut qu'un chemin de croix et un divorce annoncé bien avant qu'il soit acté? Beaucoup de questions, mais beaucoup de nuances et de subtilités. L'histoire de Sébastien Vettel pose le sujet de la polarisation des titres de champion du monde. Si être titré est un fait indiscutable et une prouesse absolue en Formule 1, sa place dans l'histoire du sport et du pilote est totalement différente. On va conserver une impression qui sera personnelle à chacun. Les titres n'ont de valeur qu'avec ce que vous faites après leur obtention. Est-ce que l'on se souviendrait de Nico Rosberg tout court s'il avait rempilé en 2017, s'était pris une déculottée absolue par Hamilton avant de prendre sa retraite? On s'en souviendrait probablement comme d'un perdant et non pas comme d'un pilote qui a battu Hamilton à voiture égale une fois. On se souvient d'Alonso, certes pour ses titres, mais parce qu'il a toujours trouvé les 2-3 dixièmes que très peu de pilotes savent trouver, et ce, même dans des voitures poubelles. Et si ces titres remontent à il y a 15 ans, eh ben on a une impression de panache qui ne l'a jamais quitté. De quoi se souvient-on quand on parle de Jenson Button? Pas forcément de son titre de champion du monde, mais plutôt de la classe qui le caractérise si bien. Car oui, après 2009, ça a été un petit peu compliqué, même s'il y a eu un sursaut d'ego en 2011 face à Vettel. Aujourd'hui, plus que jamais, quelles sont les impressions que l'on garde des 4 titres mondiaux de Sébastien Vettel chez Red Bull? Est-ce que c'est la voiture qui a tout fait? Est-ce que finalement, c'est pas si exceptionnel que ça quand on voit le parcours chez Ferrari? Est-ce qu'on est déçu de ce pilote finalement? Est-ce que, il n'y a pas cette sensation de s'être fait avoir, de s'être fait tromper sur la marchandise? Sébastien Vettel en karting, ça roule fort depuis qu'il est gamin. Il a ça dans le sang, il a gagné des championnats, surtout en Europe et en Allemagne, et depuis l'âge de 12 ans, Red Bull l'aide dans sa carrière. Red Bull n'est toujours qu'un sponsor en Formule 1 à l'époque, loin d'être une écurie et encore moins des champions du monde. Il est passé logiquement assez vite à la monoplace. À l'époque, c'est la Formula BMW, l'équivalent de la F4 allemande d'aujourd'hui. Deuxième dès sa première saison, des victoires et des podiums avant d'écraser totalement le même championnat l'année suivante en remportant 18 des 20 courses. Il y a quand même un truc là. Il roule dans la très disputée F3 Euro Series en 2005, l'équivalent un petit peu de la FIA F3 d'aujourd'hui, on va dire grosso modo, et il termine meilleur rookie pour sa première saison, 5e du championnat remporté par Lewis Hamilton. Alors dans sa deuxième saison, comptez quelques noms que vous connaissez comme Adrian Sutil, 2e du championnat derrière son coéquipier, Lucas Di Grassi ou encore Loïc Duval avec des Van der Garde et des Di Resta qui complètent le top 10. Il rempile l'année suivante dans l'équipe championne qui avait accueilli Hamilton, mais il se fait battre par Di Resta au championnat. Il faut dire que Vettel enchaîne les programmes puisqu'il gagne d'entrée de jeu des courses en Formule Renault 3.5, l'équivalent de la F2 d'aujourd'hui on va dire, avant de se manger un carton en haut du raidillon qui lui a pété le doigt d'une main. Il a failli d'ailleurs se le faire couper purement et simplement par un débris. Dans le même temps, il devient pilote d'essai BMW Sauber puisque Villeneuve part, se fait remplacer par Kubica et donc Vettel prend le poste. On croit donc en Vettel et on en a la preuve avec ses résultats dans toutes les catégories dans lesquelles il passe. Et lorsque c'est Kubica qui prend une boîte au Canada en 2007, Vettel le remplace et dispute son premier Grand Prix aux États-Unis et marque même ses premiers points. Il est alors le plus jeune partout et prend les records de précocité. À cette même époque, Red Bull vient d'arriver en F1 en 2005, Toro Rosso en 2006, bref, on vire Scott Speed pour y placer Vettel qui va finir la saison 2007 avant de le confirmer pour 2008. Aucun titre à part la Formule BMW en deuxième saison pour Vettel, mais en piste il roule très vite, il est très bon et c'est indéniable. Son ascension pour l'époque est vraiment rapide, mais ne l'empêche pas de performer.
Est-ce qu'il y a aussi une certaine naïveté juvénile, on va dire, qui justement l'aide à ne pas voir le danger, les tensions politiques, que ce soit en interne ou en externe, et qui lui permet en fait de se concentrer uniquement sur le pilotage? Oui, très probablement, et cela va l'aider jusque dans ses titres. 2008, première saison complète, des améliorations tout au long de la saison chez Toro Rosso qui devient meilleur que Red Bull. Il gagne même un Grand Prix totalement fou à Monza après avoir fait la pole et qu'il va mener quasiment du début à la fin dans un déluge total. Aucun doute, le remplaçant de David Coulthard en fin de parcours chez Red Bull est tout trouvé, Vettel. En 2009, il se bat contre les imbattables Brown GP qui ont trouvé la faille absolue dans le nouveau règlement, mais qui vont manquer de développement sur la fin. Puis, en 2010, 2011, 2012 et 2013, vous connaissez la musique. Si en majorité ces titres se sont construits grâce à une voiture totalement imbattable en 2011 et en 2013, en 2010 il faudra compter sur l'erreur stratégique de Ferrari à Abu Dhabi, ouais déjà, et en 2012 il faudra compter sur la magie d'Interlagos et son panache. Mais si on a vu l'ensemble très positif de son parcours, il y a quelques erreurs et quelques sursauts d'ego en piste qui en disent long sur le caractère de Sebastian Vettel. Le refus d'obtempérer à une consigne d'équipe en Malaisie en 2013 face à Weber. Alors il n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier à agir de la sorte. Le crash avec ce même Mark Webber en 2010 en Turquie alors que l'écurie tenait un doublé face au McLaren d'Hamilton et de Button. Et il faut aussi se remémorer qu'il avait déjà embouti la voiture de Webber en 2007 au Japon, alors en lice pour remporter une première victoire et Vettel pouvait espérer un premier podium. Tout cela sous un déluge, mais surtout sous safety car. Et puis il y a encore aussi le petit écart déjà au Canada en 2011 qui donne la victoire à Button dans l'ultime tour du Grand Prix le plus long de l'histoire de la Formule 1. Des erreurs, oui, avec de très lourdes conséquences quand même, on va pas se le cacher, mais comme n'importe quel autre pilote. Hamilton, Alonso, Raikkonen, Schumacher, tous ont fait des erreurs lorsqu'ils étaient jeunes. Bref, cette agressivité nécessaire et intrinsèque à tous les champions du monde, il faut aussi apprendre à la gérer. Et ce n'est pas sans rappeler un certain Max Verstappen. Devenir un grand champion, c'est apprendre de ses propres erreurs pour simplement ne plus les refaire. « 2014 marque la première fois où Vettel se retrouve chahuté dans son cocon. Ricciardo prend la place de Weber et se retrouve tout de suite plus rapide que Vettel. On demande à l'Allemand de laisser passer Daniel sur plusieurs courses. Est-ce que ça vous rappellerait pas quelque chose? Alonso est en fin de carrière chez Ferrari, objectif manqué par 2 fois. Di Montezemolo veut un nouveau souffle et va couper l'herbe sous le pied de l'Espagnol en signant Vettel dans son dos. Alonso, qui avait le pouvoir et les clés du marché des transferts, se fait avoir et n'a d'autre choix que de signer pour prendre part au projet McLaren Honda, dont on connaît la suite. Vettel sort de sa zone de confort et de son cocon qu'il a depuis ses 12 ans pour plonger dans l'inconnu de la ferveur italienne et de la religion Ferrari. C'est le point de pivot de sa carrière et même de sa vie, on va dire. Confirmer ses titres qu'il a acquis, faire gagner Ferrari là où Alonso a échoué, accrochez-vous, ça risque d'être turbulent. Pour sa 8e saison complète en Formule 1, on ne peut pas dire qu'il arrive les mains vides non plus, et sans expérience. Indéniablement rapide, multiple champion du monde, est devenu un petit peu plus sage et un petit peu plus mature, surtout avec la saison 2014. C'est dans la difficulté qu'on apprend le plus. Comme pour Vettel, on sort d'une des pires saisons de l'histoire pour Ferrari, aucune victoire, un changement de patron en début de saison, exit Domenicali, Mattiacci fera 1 an et on prend Maurizio Arrivabene. L'entrée dans l'ère hybride est totalement loupée. Vous l'avez oublié, le Mattiacci là, hein. Le challenge est donc démentiel. Gagner contre une écurie qui ne boxe pas dans la même catégorie. Je confonds pas le karting, la F1 et le karting, je te l'ai déjà dit. Sans compter que cette nouvelle ère est d'une complexité sans nom, même les journalistes ont du mal à tout expliquer. Très probablement que les ingénieurs eux-mêmes sont un petit peu paumés. Bon, sauf chez Mercedes. Mais chez Ferrari, c'est particulier. Contrairement aux autres équipes, il n'y a pas de numéro 1 et un numéro 2. Il faut un guide, un leader et un numéro 2. Et ce n'est pas le même job. Chez Red Bull, Vettel était clairement numéro 1. C'est lui qui bénéficiait de toute l'équipe, mais ce n'est pas lui qui la menait, c'est pas lui qui la guidait. Chez Ferrari, l'objectif est très clair et on attend plus qu'un simple numéro 1, surtout avec plusieurs titres de champion du monde dans la poche. 2015, la campagne commence bien, rapidement en haut, 3 victoires dont une à la régulière en Malaisie face aux Mercedes quand même, P3 pour Vettel au championnat, P2 au constructeur avec tout de même 2 fois moins de points que les flèches d'argent. Bon, c'est déjà pas mal. Cette saison 2015, c'est la première et seule voiture conçue sous l'ère Mattiacci. Très bon manager, mais plutôt businessman que leader d'écurie de Formule 1. Même si la collaboration a bien démarré et a tout de suite pris, 2015,
mais une giga pression sur 2016 vu le potentiel et les attentes qui en découlent. Prise de risque maximale sur la SF16H par James Allison, on améliore le moteur pour le rendre plus petit, oui mais beaucoup de problèmes de fiabilité, de turbo essentiellement, des risques qui finalement n'ont pas payé. Ça ira mieux après le Grand Prix du Canada, mais le bilan est salé. 0 victoire et déjà des tensions avec Red Bull qui revient en force avec le petit nouveau Verstappen. Voiture loupée, on se concentre sur 2017 et les nouvelles règles aérodynamiques. Allison part de chez Ferrari pour retourner en Angleterre après le décès de sa compagne et signe chez Mercedes. Vettel perd patience en deuxième partie de saison, devient très nerveux, insulte même le directeur de course à la radio. Le management chez Ferrari ne va pas, l'équipe commet un certain nombre d'erreurs stratégiques en piste. Bref, c'est un peu la cata. « 2017, enfin, on l'a. Notre duel Ferrari-Mercedes. Rosberg parti, c'est Vettel contre Hamilton. Et ça commence très bien et c'est ultra serré jusqu'à Singapour. 238 points pour Hamilton contre 235 pour Vettel. Pole de Vettel, Hamilton ne part que 5e, les Red Bull et Raikkonen entre les deux. Sur le papier, Vettel peut mettre un gros coup à Hamilton. Il aura fallu 5 secondes après l'extinction des feux pour faire basculer le championnat et probablement toute une carrière. Au lieu de prendre des points sur Hamilton, c'est l'Anglais qui inflige un 25-0 à Vettel et la bougie du moteur Ferrari au Japon le fera abandonner en début de course et finira d'achever le cheval cabré. Et malgré cela, Vettel est passé très proche du titre. Si proche mais encore si loin. L'occasion est manquée en 2017 mais elle annonce une bonne dynamique pour 2018 au final car oui, Ferrari a perdu mais est revenu à égalité dans la performance des voitures. Et on entame 2018 comme 2017, combat de titans, qui des deux quadruples champions du monde égalera Juan Manuel Fangio. Cascade d'erreurs et de malchance pour Vettel, accroché par Verstappen en Chine, loupe son freinage à Bakou sur une relance, l'accrochage avec Bottas au premier virage en France, la fameuse sortie de piste en Allemagne, alors en tête du Grand Prix, les têtes à queue qui ont commencé avec l'Italie, puis le Japon, les USA, bref, des erreurs que l'on n'a jamais vues et dont l'opinion publique juge indigne d'un quadruple champion du monde. Ferrari le met aussi plusieurs fois dans la sauce, en qualif à Suzuka ou en stratégie à Singapour ou en Espagne, et malgré cela, 5 victoires et 2e du championnat devant Raikkonen. C'est le début de la fin, assurément. Les erreurs faites par Ferrari coïncident étrangement avec le décès de Sergio Marchionne, le président de Ferrari et de Fiat. Les évolutions n'ont pas fonctionné et ont été retirées après la trêve estivale, et probablement le sum du We Speak After en voyant un Raikkonen planter la Ferrari en pole position à Monza devant lui, donnant une effusion de joie incroyable au sein des rouges, n'ont pas été du goût de Vettel. Assurément que là aussi, tout coïncidait avec une fin de cycle chez Ferrari. Marchionne est décédé, Raikkonen s'offre une dernière pole et une dernière victoire avant de laisser la place à l'enfant prodigue Charles Leclerc. Le manque de soutien envers Vettel se voit par le langage corporel des mécanos et du staff Ferrari, et Arriva Bene laisse place à Binotto. Quelque chose ne fonctionne pas, la symbiose n'opère plus, c'est déjà terminé. Leclerc arrive pour rester, c'est sur lui que Ferrari mise tout, bien que par politesse, on reste dévoué à Vettel dans la presse. 2019 est sur la même pente. Bahreïn, Canada, Grande-Bretagne, même si celle-là, il n'est pas tout à fait entièrement responsable, il n'a toujours pas appris à gérer Verstappen sur la piste. Italie 2019, Brésil 2019, Autriche 2020, Grande-Bretagne 2020, Russie 2020. Le calvaire ne s'arrête jamais et Leclerc performe. Comme en 2014, Vettel se retrouve derrière le numéro 2 qui finira par prendre l'ascendant sur lui et que l'équipe suivra naturellement. Aujourd'hui encore, c'est difficile de comprendre ce nombre incroyable d'erreurs de la part de Vettel. On s'est tous monté la tête en se disant que la voiture ne lui convenait pas, à raison, parce qu'on pensait que Vettel aimait les arrières stables, donc une voiture plutôt sous-vireuse. Pour le coup, c'est plutôt faux. En fait, la plupart des pilotes aiment un arrière un peu libre et un comportement plutôt survireur qui permet de faire tourner l'arrière. Mais la Ferrari manque totalement de prédiction sur le train arrière pour Vettel. 2020 et les caméras embarquées montrent le peu de confiance qu'il a dans sa voiture. Ferrari, dans sa plus grande classe, annonce qu'ils n'ont pas trouvé d'accord pour renouveler le contrat de Vettel avant que la saison 2020 commence, alors qu'on apprendra de la bouche de l'intéressé que Ferrari ne voulait plus de lui tout simplement. On part jamais de chez Ferrari soi-même, on se fait toujours virer, à quelques exceptions près. On l'a vu, Vettel s'est parfaitement piloté à la base. Comme n'importe quel pilote, il a commis des erreurs de pilotage, mais sa vitesse de pointe n'est pas à démontrer, loin de là.
En revanche, c'est un pilote qui a été couvé depuis ses 12 ans, jusqu'à sa presque tardive émancipation de chez Red Bull. Le choix de partir de chez Ferrari a été peut-être la seule solution, mais de loin probablement la plus mauvaise. Car toutes les erreurs qu'il a commises chez Ferrari, il aurait dû les commettre dans une autre équipe avant d'aller chez les Rouges. Que ce soit chez Red Bull d'ailleurs ou une autre écurie. Mais il n'a eu qu'une mauvaise saison avant de changer de crèmerie. Et pour s'attaquer à Ferrari ensuite, il faut être vraiment costaud et avoir de la bouteille. Je le rappelle, Vettel il a que 33 ans, il est encore assez jeune. Le chemin de Lewis Hamilton est quelque part un peu à l'opposé, précoce dans ses performances aussi, titré dès sa deuxième saison, mais a commis beaucoup d'erreurs ensuite entre 2009 et 2012. Il a eu le temps d'en commettre, sur et en dehors de la piste, et lorsqu'il est parti de chez McLaren, il était armé pour prendre son envol. Il a pris du plomb dans la tête. Ça ne l'a pas empêché derrière de commettre des erreurs une fois chez Mercedes, mais beaucoup moins, et depuis le départ de Rosberg, les erreurs, on les compte sur une doigt d'une main. Chez Ferrari, l'erreur, on la tolère beaucoup moins longtemps que dans d'autres écuries, encore moins lorsque l'on a une grande attente envers vous, ce qui était le cas de Vettel. Et la pression, avant Ferrari, Vettel, il l'a jamais vraiment connue. Avec tout le respect que j'ai pour Daniel Ricciardo, ce n'est pas un Ricciardo jeune dans son prime sur une saison qui vous met assez de plomb dans la tête pour apprendre et se remettre en question. Il était absolument ni armé, ni prêt à affronter le plus grand mythe de l'histoire de l'automobile, bien qu'il ait 4 titres de champion du monde dans la poche. Ce ne sont pas vos réussites qui font de vous l'homme que vous êtes, mais vos erreurs et vos échecs. Aujourd'hui, Vettel est caractérisé par l'échec chez Ferrari, marqué au fer rouge. Pour rebondir, ça va prendre bien plus de temps qu'on ne peut l'espérer. Il faut que Vettel réapprenne tout chez Aston Martin. Il repart quasiment de zéro, mais bien mieux armé que lorsqu'il est arrivé chez Ferrari. Donc on peut avoir de l'espoir, mais les habitudes ont la vie dure. Ça va prendre du temps. À chaque saison chez Ferrari, on disait « il lui faut du temps pour tout mettre en place et tout aligner pour aller chercher le titre ». Et ce refrain, très peu de gens le lui accordent encore aujourd'hui avec Aston Martin. En grand optimiste, je me dis qu'il faut quand même lui laisser du temps déjà cette saison. L'année prochaine, ça sera à lui d'être dans le coup. Autrement, on gardera l'image d'un Sébastien Vettel passionné, sympathique, gentil, mais totalement à côté de ses pompes malgré 4 titres de champion du monde. La F1 peut être magnifique, mais tout aussi cruelle. Et vous, Sébastien Vettel, vous en pensez quoi ?